nous avons vu ce que c'est que l'IA, quels sont les différents types d'IA, la genèse de l'IA et ce que l'IA apportait vraiment comme changement dans notre écosystème. Et sans même hésiter, je dirais que nous sommes dans la cinquième révolution et que l'IA est venue rebattre toutes les cartes. Aujourd'hui, on repart tous au même niveau et nous avons une place à prendre sur l'échiquier mondial et international. Donc, l'IA va apporter beaucoup d'opportunités, mais aussi va apporter beaucoup d'éléments qui seront disruptifs. Et à nous de prendre le nécessaire, de nous former et de nous informer pour savoir quels sont les différents enjeux que l'IA est en train d'introduire et prendre le lead parce que le cloud et l'IA seront de pair, vont aller ensemble, qui vont aller ensemble. Et est-ce que vous pouvez mettre vos micros en mute si vous ne parlez pas? Ce serait super bien. Donc, je disais que nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on va déployer nos propres IA et c'est le sujet de ce jour. Donc, d'abord, qui sommes-nous chez Cloud Inspire? Chez Cloud Inspire, nous aidons la société à construire et opérer leur SI comme un cloud et à les manager avec les mêmes fonctions qu'on retrouve sur le cloud public comme sur le cloud privé. Aujourd'hui, nous intégrons l'intelligence artificielle comme étant partie composante entièrement intégrée à notre solution où on offre et à la fois du cloud et à la fois de l'intelligence artificielle, mais tout en gardant ce qu'on appelle de la souveraineté. Donc, nous n'allons pas mettre vos données ailleurs que sur les infrastructures où vous avez l'entier contrôle. Et l'idée, c'est vraiment de commencer à construire le cloud et de le maîtriser, d'avoir des outils d'IA maîtrisés et de bâtir pour demain l'Afrique, le cloud africain. Donc, c'est ça notre objectif, c'est ça notre motto. Donc, Cloud Inspire, c'est tout d'abord, c'est des services que nous proposons en matière de services, en matière d'intégration, en matière de conseil autour du cloud. Nous faisons de la formation, l'objet de ce webinaire, et nous faisons aussi du transfert de compétences. C'est sur ces trois piliers que nous formons et que nous apportons vraiment notre valeur ajoutée pour offrir une solution aujourd'hui unique, enfin, du moins sur le marché, où nous vous accompagnons sur tout l'ensemble des solutions aujourd'hui qui se vont tourner autour du cloud. Donc aujourd'hui, le sujet du jour sera l'IA en entreprise. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, l'objectif sera quoi? De vous montrer ce que c'est que d'abord ChatGPT, ce que ChatGPT permet de faire, ce qu'il ne faut pas faire avec du ChatGPT. Et après, nous allons aller vers l'importance de l'IA, de la souveraineté de l'IA et commencer à construire notre propre ChatGPT avec les outils qui sont entièrement open source et commencer à l'entraîner pour qu'on ait une solution qui réponde vraiment à nos besoins et qui soit adaptée à notre écosystème et qui va garder la confidentialité des solutions que nous apportons. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par ChatGPT. Est-ce que dans la salle, est-ce que vous tous, vous connaissez ChatGPT ou pas? Je pense que tout le monde connaît ChatGPT. Donc, Ouais, je confirme en effet. parce que ChatGPT est venu révolutionner le monde de l'IA en apportant cette ouverture que l'on connaît aujourd'hui, qui a vulgarisé l'IA et qui l'a rendu le plus accessible possible. Et c'est ça qui a permis à cet essor que nous connaissons aujourd'hui, où on parle de l'intelligence artificielle. Sinon, c'est un terme qui existait depuis très longtemps et ce n'est pas nouveau. Donc, sans plus tarder, je vais aller sur ChatGPT et commencer euh, à voir ce que ChatGPT propose comme solution. Donc, voilà ChatGPT qui va vous proposer une interface classique où vous avez un prompteur. Donc, maintenant, on rentre dans un nouveau monde qui va s'appeler le monde du prompt, où vous allez apprendre à prompter, c'est-à-dire à envoyer des requêtes à travers un formulaire qui sera ici. Et il va vous permettre d'analyser les informations, il va vous retourner les résultats. Donc, on va lui poser la question, c'est quoi ChatGPT? Donc, ChatGPT, on lui pose la question, c'est quoi ChatGPT? Il nous dit que c'est un modèle de traitement de langage développé par OpenAI qui est basé sur une architecture appelée le GPT, qui est leur modèle de, comment dire, de génération, qui est un modèle pré-entraîné.
qui va permettre de comprendre et de générer du texte en fonction des entrées qu'il reçoit. Il est capable de mener des conversations, de répondre à des questions, d'aider à résoudre des problèmes, à fournir des informations et bien plus encore. Donc, d'abord, c'est tout un modèle. Il permet d'avoir des utilisations qui sont diverses. Il va permettre de traduire et d'avoir des idées créatives, va apporter la gestion des documents, des emails, va faire de l'IA conversationnelle et va, sur la dernière question, va me poser un élément en fait. Il va parler de la confidentialité. Donc, il dira que, en partie de confidentialité, les interactions avec le moteur ChatGPT peuvent être surveillées ou enregistrées. Donc, il est recommandé de faire attention aux informations sensibles, personnelles, partagées dans les conversations. Donc, ChatGPT vous met clairement l'information comme quoi tout ce que vous lui donnez comme information sera enregistré sur les serveurs de OpenAI. Donc, si vous êtes en entreprise, vous voulez écrire vos rapports qui sont des rapports confidentiels ou bien qui sont des rapports sensibles, si vous les envoyez dans ChatGPT, c'est clair que les données que vous envoyez dans ChatGPT resteront sur le serveur de ChatGPT et ces données-là ne seront plus confidentielles parce qu'elles seront accessibles par d'autres entités, par d'autres personnes et que c'est vous-même qui avez décidé de mettre cette donnée-là à disposition de ChatGPT. Donc, il va falloir faire attention à ce que ChatGPT propose comme fonctionnalité qui est extraordinaire en matière d'innovation, en matière de réaction. C'est hyper important. Mais au même moment, en matière de confidentialité, nous avons un challenge. Et ce challenge-là, c'est que les données que vous lui envoyez seront sur les serveurs de ChatGPT et ne pourront plus partir. Donc, en entreprise, c'est vrai que vous n'avez plus le choix vous ne pouvez pas envoyer vos documents comme ça sur ChatGPT, quand bien même le ChatGPT vous donne beaucoup d'avantages. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut penser à des modèles alternatifs. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, ce que nous allons voir un produit qui s'appelle Olama, que vous pouvez consulter sur le site de Olama, donc qui sera un modèle entièrement open source, qui va nous permettre de manager et de gérer d'autres modèles de langage. Donc, il sera un outil comme étant un framework à partir duquel on pourra déployer nos propres modèles et les entraîner et puis pouvoir les gérer. Donc, ce modèle s'appelle du Olama. Donc, vous pouvez aller sur le site de olama.com et vous pouvez le télécharger. Il est très facile à installer. Donc, vous avez plusieurs sources d'installation, soit du macOS sur du macOS. Vous pouvez télécharger sur votre machine en mode Linux et puis en mode Windows. Une fois que vous le téléchargez, la ligne de commande sont très simple. Vous suivez juste une opération comme ça, curl, et puis vous avez votre modèle qui est installé. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, une fois que vous installez le Olama, il va vous proposer d'avoir ici ce qu'on appelle des modèles. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs types de modèles. Ce sont des modèles open source qu'il va pouvoir proposer, qu'il propose. Vous avez des modèles de type Llama 3.1, qui est un modèle qui est dérivé du modèle Llama de Meta, qui va avoir plusieurs dérivés en mode 8 milliards de paramètres, en mode 70 milliards de paramètres et en mode 405 milliards de paramètres. Qu'est-ce que cela veut dire, les milliards de paramètres? Ce sont les différentes combinaisons que le modèle est capable de générer, de séquencer pour vous trouver une réponse. Donc, plus la possibilité, le nombre de paramètres est élevé, plus l'IA est performante. Mais plus l'IA est performante, plus elle sera gourmande en ressources. Donc, il va falloir avoir tous ces différents éléments, enfin, prendre ces éléments en compte lorsque vous allez télécharger ou bien utiliser vos différents modèles. Donc, sur un modèle qui va prendre du 8 mégas, enfin 8 milliards de paramètres, ce n'est pas du 8 bits, c'est du 8 billion. Sur 8 milliards de paramètres, vous allez avoir une capacité qui sera sur du 1 giga en consommation en mémoire vidéo, puisque l'avantage de l'IA, ou bien ce que l'IA entraîne, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir simuler plusieurs combinaisons parallèlement et va pouvoir proposer quelle serait la meilleure combinaison entre les différentes possibilités pour vous trouver une réponse qui soit la plus adaptée que possible. C'est pour cela que l'IA n'est pas très compatible avec le CPU, parce que le CPU ne peut pas faire des calculs parallèles. Alors que si on va vers des cartes graphiques,
on va avoir cette possibilité d'avoir des calculs qui sont en parallèle. Donc, plus la carte graphique aura de la capacité en mémoire, plus vous avez la possibilité de charger le modèle et de pouvoir faire ce qu'on appelle des inférences et gérer rapidement le retour des différents des différentes combinaisons. Donc, c'est super important d'avoir des cartes graphiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, NVIDIA, qui est euh, euh, l'un des constructeurs aujourd'hui, a proposé des cartes graphiques les plus, comment dire, les plus utilisées, à le vent en poupe parce qu'il propose ces modèles-là qui sont très utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et vous avez des cartes graphiques qui sont maintenant devenues très chères, hein. Donc, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, l'IA demande beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément données. Donc, vous allez avoir des serveurs qui vont vous coûter peut-être 1000 euros par mois et des fois même à 5000 euros, des fois à 9000 euros par mois. Donc, il va falloir faire très attention. Mais vous pouvez aussi trouver des solutions alternatives qui vont vous revenir un peu moins cher. Mais aujourd'hui, le, euh, la tendance est telle que on a besoin de cartes graphiques qui sont chères et demandent beaucoup de calculs. Donc voilà, vous avez du Llama 3, vous avez du Genma qui est un dérivé de Google. Vous avez du Mistral Nemo qui est la combinaison entre NVIDIA et Mistral AI qui ont fait une collaboration pour sortir un modèle beaucoup plus léger. Il s'appelle Mistral Nemo qui est très performant. Moi, je l'utilise beaucoup, je vous le recommande aussi. Vous avez aussi d'autres modèles, il y en a plein qui sont de cet ordre-là. Donc, pour, est-ce que je peux vous montrer le tableau de performance? Donc, sur chaque modèle, lorsque vous cliquez sur chaque modèle, vous pouvez voir comment est-ce que le modèle fonctionne par rapport au modèle de ChatGPT, de OpenAI, le ChatGPT, enfin le GPT-4 et aussi Claude. Donc, vous avez vu, vous avez les modèles qui sont là. Donc, je vais vous laisser l'opportunité d'aller évaluer par vous-même les différents modèles proposés. Et nous, ce que nous allons faire, nous allons commencer notre première installation, voir comment est-ce que nous pouvons déployer au Llama sur nos serveurs et commencer à l'utiliser. Donc Alors, là, Dani, ton écran est un peu. Tu peux augmenter ton zoom, s'il te plaît. Merci. là c'est bien. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux pour moi, merci. D'accord, parfait. Donc, je vais ouvrir un terminal. Déjà, est-ce que vous avez des questions? Donc, là, je suis sur un serveur qui a du GPU. Donc, il a cette caractéristique. Donc, c'est du 62 gigas, 62 gigas de RAM et qui est un Core i7. Et ce qui va nous intéresser, ce ne sera pas le CPU, mais ce sera plutôt la carte graphique. Donc, ce sera une machine NVIDIA euh, sur laquelle il y a une carte graphique NVIDIA RTX 4000 SFF ADA qui va avoir du 20 Go de RAM, notamment mémoire vidéo, et va me permettre de tourner mes différents process qui seront sur l'intelligence artificielle, sur l'IA. Pour installer NVIDIA, vous allez aller sur le site de NVIDIA, vous allez récupérer les modèles qui vont, comment dire, la version de votre carte graphique et vous allez l'installer sur le serveur ou bien sur votre machine. Et là, vous pouvez commencer comment dire, à jouir de la puissance que NVIDIA va vous apporter. Mais avant d'y aller, pour installer du NVIDIA sur des machines qui vont avoir Docker, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire l'installation avec du Docker. Donc là, on va partir sur du NVIDIA euh, Toolkit. Donc là, c'est un modèle de conteneur que NVIDIA a lancé
qui permet de containeriser notamment, enfin, d'avoir un conteneur qui supporte du NVIDIA. Donc, avoir un runtime qui soit compatible avec la carte graphique. Donc, voilà le NVIDIA Toolkit que vous pouvez télécharger. Donc, si vous faites NVIDIA Container Toolkit, c'est l'ensemble des modules dont vous avez besoin pour lancer votre conteneur qui sera compatible avec la carte graphique NVIDIA que vous allez installer. Lorsque vous allez pour l'installer, vous allez sur la partie installation. Et sur la partie installation, c'est très simple. Donc, vous faites une installation après que vous avez installé le pilote. D'abord, les pilotes officiels de NVIDIA sur votre machine. Vous allez suivre juste l'installation sur Audio Debian qui vous permettra d'installer le repo de toolkit de NVIDIA. Je ne vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait. Et une fois que vous avez fini, vous suivez juste la procédure, soit sur du Ubuntu, soit sur soit sur du CentOS et tout ce qui est DNF, CentOS, Fedora, euh, euh, Rocky Linux, Alman Linux et ainsi de suite. Vous avez aussi la version qui est sur SUSE, qui s'appelle Zypper. Et une fois que vous finissez, vous pouvez lancer le NVIDIA check et vous redémarrez votre conteneur Docker. Et là, une fois que tout a redémarré, soit sur du Kubernetes ou bien soit sur du Cryo, là, je vais vous laisser le choix, il est large. Vous pouvez l'installer sur n'importe quelle distribution de containerisation. Et là, vous êtes capable de pouvoir lancer vos différentes instances. Maintenant, une fois que vous avez votre conteneur qui est opérationnel, qui supporte le NVIDIA, le runtime NVIDIA, vous êtes capable maintenant de lancer une commande comme ça pour voir est-ce que vous êtes capable de récupérer les informations de votre carte graphique à l'intérieur de votre conteneur. Et c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons montrer ici. Donc, si je lance mon conteneur comme ça, c'est-à-dire que je vais lancer un conteneur, c'est-à-dire du Docker Run. Donc, je vais le lancer avec le runtime NVIDIA. Je vais utiliser tous les GPU disponibles. Je vais lancer une machine de type Ubuntu et je vais exécuter la commande NVIDIA-SMI. La commande que j'ai lancée directement ici sans passer par le conteneur. En lançant la même commande, en passant par le conteneur, je dois avoir le même résultat. Donc là, il récupère l'image de CentOS et puis voilà, il me ressort la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'il a créé un conteneur dans lequel il a pu exécuter le runtime du NVIDIA et récupérer les informations de la carte graphique. Donc, ce qui me permet de pouvoir lancer mes autres applications sans forcément les installer sur la machine, mais les mettre en conteneur et les exécuter en tant que conteneur pour avoir la même puissance de calcul. Parce que si vous n'avez pas ça, vous n'aurez pas le GPU et vous ne pourrez pas exécuter tout ce qui est GPU compatible. Donc, ce que nous allons voir, c'est que nous allons aller dans la partie Olama. Donc, dans la partie Olama, j'ai créé un fichier, un Docker Compose, qui est très simple, qui va me permettre de lancer mon service Olama. J'aurais pu le lancer en mode directement sur la machine, ce qui fait que je vais l'installer sur la machine, alors que ce n'est pas ça l'objectif, au fait. L'objectif, c'est de pouvoir l'avoir et puis de pouvoir jouer avec sans problème. Donc, en lançant le Olama, je lance en tant que conteneur, je lance en tant que TTY, restart, et puis je mets l'image Olama, et puis je dois pouvoir, je lui dis, en matière de ressources, qu'il utilise de GPU, le driver, c'est du NVIDIA, je veux qu'il utilise un seul GPU et puis je veux que ça soit compatible GPU. Voilà ma commande que je peux lancer. Donc, je peux lancer avec Docker Compose euh, up-d. Et puis, en faisant up-d, je lui dis de lancer le conteneur en mode background pour que je puisse me connecter dessus après. Donc, il va récupérer Docker. Je pense que j'ai déjà un conteneur qui s'appelle Olama. Donc, du coup, c'est pour cela que je vais changer de nom. Je l'appelle Olama ici, test. Et on est parti. Donc, je lance en mode Olama test ici. Et voilà. Donc là, je peux voir Docker compose log-f. Donc là, je peux voir qu'il a bien démarré mon conteneur et il utilise ma carte NVIDIA et il me dit que j'ai au total 20 Go et il me reste de disponible 15 Go de RAM sur ma machine. Ça, c'est super important lorsque vous allez faire du GPU parce que vous avez besoin de savoir
qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous êtes capable de charger en matière de GPU, en matière de, d'inférence ou bien de modèle sur vos différents GPU. Maintenant, je vais me connecter à mon serveur Docker Compose et je fais exec -it, je me dis oh lama, je me connecte dessus en fait et je passe en mode bash. Donc là, vous avez vu que mon prompt a changé. Là, je suis directement dans le conteneur de Olama. Maintenant, pour gérer Olama, il faut maintenant récupérer les différents modèles de Olama, les différents modèles que Olama propose. Donc, je peux faire du Olama full Lama 3.1. Donc, ça, ce sont les différents modèles dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont sur la page que je vais montrer, les différents modèles. Donc, vous pouvez les récupérer directement sur enfin, les différents modèles. Voilà, par exemple, là, je suis en train de télécharger un modèle qui fait 4 gigas et qui va le récupérer directement sur la machine. On va patienter le temps qu'il finisse. Donc, il vérifie la signature. Il me dit que euh, mon lama a été téléchargé, donc il a pull. Et je peux faire juste le run ici pour dire que je veux exécuter ce modèle-là. Donc, il me dit, OK, il est prêt. Je peux lui poser n'importe quelle question. Euh, qui es-tu? Il dit, je suis un modèle de langage informatisé, donc je n'ai pas d'identité ou une personnalité en soi, mais j'ai été créé pour servir certaines fonctions et répondre à des questions. Donc, voilà, ça, c'est le modèle Olama qui me répond. Je peux lui dire, je peux lui poser une question, je peux même voir quelles sont les autres questions que je peux lui poser. Donc, je peux voir les informations sur le modèle. Je peux faire show euh, et puis info pour voir les informations. Voilà. Donc, je vois que c'est du lama. Je vois que c'est du lama 8 bits. Et 8, enfin, je dis 8 bits, 8 milliards de paramètres. Et c'est une solution qui est open source community license agreement. Et voilà. Donc, voilà comment est-ce que j'ai mon modèle à moi, sur lequel je peux poser aussi enfin, d'autres questions, hein. Je peux dire qui est le deuxième président ou bien le deuxième président du pré- président des États-Unis. Voilà, donc il me donne le nom du président, et ainsi de suite. Sachant que ce sont des modèles qui sont déjà des modèles pré-entraînés. Donc, ils ont déjà une connaissance et ce pas des modèles qui sont venus avec zéro connaissance. Donc, c'est des modèles, il y a plusieurs. Donc là, une fois que je finis de répondre, je peux faire buy pour sortir. Et je peux demander de télécharger un autre modèle, par exemple. Je peux demander de me télécharger du Mistral, tout simplement bien du Mistral Nemo. Et là, il va télécharger aussi le Mistral Nemo, qui est aussi est un autre modèle que je pourrais aussi questionner, que je peux utiliser aussi pour faire d'autres analyses. Sachant que les modèles ont des avantages, certains seront beaucoup plus spécialisés que d'autres dans certains domaines. Donc, en fonction de ce que vous voulez faire, il va falloir choisir le bon modèle. Et tous ces modèles-là que nous proposons sont des modèles qui sont open source. Vous pouvez télécharger d'autres ou bien, à partir de certains modèles, en créer d'autres. Et c'est ce que nous allons faire. On va créer un modèle qui va s'appeler Jarvis, par exemple, et là, on va lui demander de se comporter comme Iron Man et de faire les mêmes fonctions que Iron Man, par exemple. Donc, on va laisser le temps de terminer.
Allez, t'as installé? Là, on a vu qu'il vient de terminer le modèle. On va le dire, who are you? Euh, les modèles comprennent n'importe quelle langue, en fait, pour que le passer en français, en anglais, avec des fautes ou pas de fautes, il est capable de comprendre. Donc, et là, je peux demander, voilà, je peux vous poser d'autres questions aussi. Donc, voilà comment est-ce que je peux avoir un modèle qui répond à mes besoins et qui fonctionne aussi très bien. Maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut créer notre propre modèle et lui dire de faire des opérations qui nous, qui nous correspondent le mieux. Donc, pour créer un modèle, on va utiliser un autre modèle. On va se baser d'un modèle pour créer un autre modèle, au fait. Donc, on va créer un modèle qui va s'appeler Jarvis. Et la commande, elle est très simple, au fait. Donc, on va le dire on va créer un fichier qui s'appelle modèle file-jarvis et on va le mettre dans ce fichier. Euh, on va dire qu'il récupère à partir de lama 3, qui met la température à 1. La température, ce sont des éléments qui permettent de mesurer est-ce que l'IA va avoir des réponses qui sont très en mode conservateur, où l'IA peut innover et apporter des solutions beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus, pas délirantes, mais beaucoup plus spontanées. Donc, c'est plus rapide, mais sauf que des fois, ça peut halluciner. Ça peut dire du n'importe quoi. Donc, on lui dit, on va créer un autre modèle qui s'appelle Jarvis. On dit, OK, tu es comme Jarvis de Iron Man, et puis tu vas agir comme mon assistant. Donc, c'est ce qu'on va lui demander comme action, en fait, dans ce modèle qu'on vient de créer. Et là, une fois qu'on demande à créer ce fichier, on va lui dire, crée-moi un modèle qui s'appelle Jarvis en utilisant ce que j'ai mis dans ce fichier. Donc voilà, donc il va utiliser l'existant. Comme on a déjà téléchargé le Lama 3.1, il va l'utiliser et va lui mettre le manifeste qu'il faut et va l'utiliser comme Jarvis. Donc maintenant, on va lui dire maintenant tout simplement Lama run Jarvis. Et là, on va dire Who are you? Il dit, Good day, I'm Jarvis, a personal assistant to Tony Stark, aka Iron Man. I have been designed to anticipate and execute my master needs, providing assistance in various areas such as business, technology, and, well, saving the world on occasion. Donc voilà, j'ai un Jarvis qui est configuré, et puis je peux dire, let's save the world and build. Donc voilà, il me pose, il me répond, il me dit ce qu'il faut faire. Donc voilà, ça, là, je rentre dans un mode conversationnel et je peux l'avoir sur mes serveurs. Donc, comme vous pouvez le voir, je peux créer autant de modèles que je veux. Je peux créer Mario, je peux créer autant de modèles. Je peux créer mon propre modèle à moi, mes propres assistants avec mes propres identités. Et il va nous permettre de gérer les différentes situations de confidentialité. Maintenant, ce modèle, tel qu'il est fait présentement, je ne peux pas l'utiliser en production parce que je ne vais pas pouvoir interagir avec lui, avec les utilisateurs. Parce que les utilisateurs, je ne vais pas leur demander de me créer des commandes comme ça. Ce sera compliqué pour eux. Donc, il me faudra quelque chose en plus. Et c'est là où on va passer à d'autres interfaces qu'on va appeler des interfaces graphiques. Là, on va en voir deux et on va les utiliser pour faire le reste des opérations. Donc, la prochaine étape sera de voir ce qu'on appelle le Open Web UI, qui est qui est une des interfaces graphiques qui est capable de tourner sur, ça met un peu de temps, voilà. Donc, qui est une interface que vous pouvez utiliser, qui aura la même
comment dire, qui aura le même design que ChatGPT, mais sauf que lui, il va fonctionner sur du ChatGPT. Il peut fonctionner et sur du ChatGPT et sur du Olama. Donc, vous n'êtes pas lié forcément à ChatGPT. Donc là, vous pouvez avoir cette notion de confidentialité parce que vous allez avoir un modèle qui va utiliser votre assistant personnel ou bien personnalisé d'entreprise, mais qui va être capable d'être exécuté sur vos différents serveurs avec les données que vous allez entraîner sur vos différents serveurs. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, pour l'installer, vous pouvez aller à la documentation et voir comment est-ce que ça s'installe. Donc, c'est très simple. Il faut juste suivre une opération vous pouvez faire du Docker et c'est facile à installer. Donc, en suivant cette opération de Docker install, vous pouvez installer votre Open Web UI et lui dire même d'utiliser même le GPU si vous voulez. Et derrière, vous pouvez donner d'autres paramètres en plus pour qu'il se connecte à un haut la main directement sans que vous n'ayez à le faire vous-même après. Mais ce n'est pas obligatoire de le faire pendant l'opération, vous pouvez aussi le faire a posteriori. Et donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ce que nous allons faire, c'est aller notamment sur, là, je vais lui dire bye, on n'en a plus besoin, merci. Bye Jarvis. Bye. Et je vais faire le Docker Compose Down. Donc, du coup, je vais arrêter ce conteneur et enlever ses ressources. Donc, du coup, je vais aller dans la partie Open Web UI ici. Et dans la partie Open Web UI, j'ai créé aussi un autre Dockerfile, toujours en utilisant les mêmes principes. Voilà, je dis, OK, déploie-moi d'abord un serveur Olama qui est là. Et je lui demande de me déployer aussi des pipelines qui sont des opérations en plus. Je lui demande de me déployer ce qu'on appelle un Stable Diffusion, qui est un générateur d'images qu'on aura l'occasion de voir aussi, qui est aussi open source, qui vient de la plateforme Hugging Face. Donc, vous pouvez utiliser, on verra tout ça là tout à l'heure. Et je lui dis aussi un générateur d'images. Et je lui dis maintenant à la fin, déploie-moi le Open Web UI qui est là, dans lequel je lui dis, voici ce que tu vas utiliser comme ta source pour la partie Olama, /Olama. Déploie-moi le connecte à Olama à cette adresse et active la génération d'images, active aussi l'image qui doit venir de cette interface et utilise aussi le comme fouille aussi à cette adresse. Les images générées doivent être du 512 par 512. Le step d'image, c'est 50. Ce sont les paramètres que vous pouvez ajouter en plus pour faciliter le déploiement automatisé de votre modèle. Donc, une fois que vous avez fini de faire cette opération, nous allons pour le déployer, c'est du Docker Compose. Moi, je l'ai déjà lancé, donc du coup, je fais Docker Compose PS. Je vois que j'ai déjà mes systèmes qui sont déjà opérationnels, au fait. Et il démarre sur le port 80, enfin 82, 82. Et là, je vais me connecter dessus sur le port 82, 82. Voilà, je suis connecté sur mon Open Web UI et je vois que j'ai les mêmes interfaces comme sur ChatGPT. En ChatGPT qui est là et mon Open Web UI, vous voyez que c'est la même chose. Donc, mais sauf que lui, il ne va pas aller sur l'OpenAI, mais les données qu'il va utiliser seront des données qui seront entièrement hébergées sur mes serveurs que je viens de vous montrer. Donc, pareil aussi, je vais lui dire de pouvoir télécharger un certain nombre d'images, Lama 3, Mistral, Nemo, Mistral. Je peux demander à télécharger d'autres et je peux lui poser la question et poser des questions aussi toujours en mode prompt. Who are you? Ça, c'est sur du Mistral, Nemo. Il va me répondre. Voilà, comme il a dit. Et je peux lui poser sur qui es-tu en français si vous voulez. Et je peux maintenant l'idée, c'est pas juste d'avoir une IA qui va juste faire de la conversation. En entreprise, je dois dire, ça n'a aucun intérêt. L'idée d'avoir une IA en entreprise, c'est pour qu'il améliore le côté productivité et le côté travail, le côté synthèse que l'IA est capable de faire, même si on donne des documents confidentiels, qu'il soit capable de pouvoir les gérer. Donc, on ne va pas rester sur le côté conversationnel, mais on va aller vers le côté professionnel.
Donc, pour aller vers un côté professionnel, ce que vous ne pouvez pas faire et ce que vous ne devez jamais faire en environnement ChatGPT, ici, vous êtes capable de le faire parce que ça reste dans un environnement privé et ça reste dans un environnement maîtrisé. Donc là, vous pouvez y aller dans la partie Workspace ou même juste lui poser un fichier ici pour lui dire, je veux ajouter un fichier et je vais lui dire, ça, c'est un CV que j'ai reçu. Je peux lui mettre les deux CV que j'ai reçus et je vais lui dire, fais-moi la synthèse, fais-moi la synthèse des deux CV que je viens de uploader. Uploader, je ne sais pas s'il va comprendre uploader. Voilà. Donc, je viens de pousser des CV et il est en train de me faire la synthèse des deux CV. Voilà, directement, j'ai la synthèse des deux CV. Mais ces informations aussi sensibles, vous ne pouvez pas les mettre sur ChatGPT. Donc, mais alors que ici, vous pouvez le mettre parce que ça reste en entreprise, ça reste privé et ça reste maîtrisé. Donc, je dis, j'ai une mission j'ai un poste euh, de, euh, de consultant pour un admin système sur une plateforme e-commerce qui est le plus qualifié pour la mission. Normalement, c'est à moi de faire ça, mais comme je suis paresseux, je vais utiliser l'IA. Je lui pose la question, donc il va me dire, d'après les CV que j'ai fournis, Camille Lefebvre semble être le meilleur candidat pour ce poste parce qu'il maîtrise une plateforme de e-commerce. Il a de l'expérience en tant qu'administrateur réseau chez Webhoster qui a généré des serveurs dédiés pour une plateforme de e-commerce. Elle a également travaillé avec le Docker, Kubernetes qui sont souvent utilisés en environnement de e-commerce. Par conséquent, il pense que Camille Lefebvre serait le choix idéal pour ce poste. Et il me donne les références des différents CV qu'il a reçus. Donc ça, c'est une opération qu'on peut faire directement comme ça, ou on peut le faire aussi en mode beaucoup plus comment dire, poussé, ou on lui pose en même temps directement les fichiers en source. Donc là, je vais aller dans la partie Workspace. Et dans la partie Workspace, je vais pouvoir lui dire, utilise-moi tous ces fichiers. Donc, je vais lui poser juste ces fichiers en archive, enfin, comme étant sa source de données. Et maintenant, je vais juste lui poser des questions sans que je n'ai à pousser les fichiers moi-même manuellement. Ici, j'aime pousser quelques fichiers sur mon CV à moi, sur euh, 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 les flyers sur la Cloud Factory, des flyers sur comment vendre 3CX. Et là, je peux juste directement venir dans mon prompt ici. Je peux reprendre un autre prompt, nouveau chat. Et puis là, je dis, utilise le document sur la Cloud Factory. Je peux dire, qu'est-ce que la Cloud Factory? Il dit, la Cloud Factory est une solution transversale qui permet de gérer l'ensemble de votre parc informatique sur site dans un cloud public ou en environnement multisite. Elle offre des fonctionnalités telles que l'isolation complète des données et de configuration des utilisateurs, la virtualisation avec des options de système d'exploitation, y compris Windows, ainsi que la création de stockage, gestion d'images virtuelles pour simplifier le déploiement des machines virtuelles. Ça, c'est la définition que me donne l'IA à travers les différents fichiers que je lui ai donnés comme élément de source, comme le source, enfin, comme élément de référence. Donc, cette opération-là, ça s'appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, il va utiliser ce que je donne comme élément en entrée pour faire la synthèse et me sortir des informations qui sont beaucoup plus précises. Il va utiliser sa connaissance globale, mais ne va pas me donner ce que lui sait, mais va me donner ce que je lui demande et sur les sources que je lui demande de chercher. Donc, ce ne sera pas, je vais pas ici solliciter le côté euh, conversationnel ou bien imaginaire de l'IA pour me sortir une réponse, mais il va se baser sur des références qui sont soit des fichiers, des documentations d'entreprise que je lui mettrai à disposition. Ça peut être une base de données, ça peut être des fichiers, des archives, des PDF, des CV, comme on l'a vu tout à l'heure,
On peut même aller beaucoup plus loin, lui fournir un catalogue une grosse base de fichiers d'archives pour qu'il aille faire le nécessaire et me sortir les informations dont j'ai besoin lorsque je vais poser la question. S'il n'a pas l'information, il me dira que je n'ai pas l'information, mais il ne va pas inventer des choses. Donc ça, c'est la différence entre le RAG et le côté imaginaire génératif. Donc voilà comment est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais mettre cet outil-là pour avoir une gestion de mes différents environnements de façon professionnelle et de façon privilégiée. Je peux même aller beaucoup plus loin, sachant que je vous ai montré tout à l'heure comment on peut générer des images. Je peux dire, génère-moi l'image je sais pas, d'un étudiant ou en veste, par exemple. Il ne peut pas générer, mais si je lui dis, OK, génère-moi une image, parce que je lui ai donné un générateur d'images, il va aller chercher dans la base de données le générateur qui est aussi une IA, et cette IA-là va permettre de sortir une image directement, en fait. Donc voilà, il me sort une image, donc ça, il peut générer des images en fonction. Donc ça, c'est juste une des fonctionnalités que vous pouvez aussi avoir enfin, sur l'outil. Donc, cette plateforme est capable de se connecter avec plusieurs API et pouvoir faire la synthèse et générer des images, générer du son. Je peux demander de générer une autre image aussi, il va pouvoir le générer. Et je peux dire que cette réponse, ça me convient pas. Je peux me demander de me lire, mais sauf que si je demande de lire la réponse là, c'est vrai que ce sera il va me lire avec une voix robotique, je crois. C'est pas la meilleure façon de parler. Donc, il y a d'autres modèles qu'on peut utiliser pour synthétiser la voix, pour que ça soit beaucoup plus fluide et tout. Donc, qui sont soit des modèles payants ou bien que vous pouvez développer parce qu'aujourd'hui, tout est open source. L'idée, c'est vraiment d'être à la pointe de ce qui est fait aujourd'hui pour apporter une alternative et donner la possibilité aux data scientists ou bien à d'autres personnes de pouvoir créer de la valeur. Et aujourd'hui, il y a plein de place à prendre aujourd'hui, en fait. Donc, voilà comment est-ce que je suis capable de générer des images et un certain nombre de fonctionnalités. Maintenant, je vais aller sur une autre plateforme qui va me proposer encore un autre modèle de configuration qui s'appelle Anything LLM. Anything LLM. Lui, il va proposer une autre configuration, mais qui sera aussi similaire à ce que vous avez sur le Open Web UI, mais à la différence que lui, il va intégrer un certain nombre de fonctionnalités qui sont déjà prêtes à l'emploi directement. Donc, il n'y aura pas beaucoup de choses à faire, quand bien même il sera beaucoup plus complet, je dois dire. Donc, NTLLM, comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser n'importe quel document, utiliser beaucoup d'argent, il est entièrement privé. Vous pouvez l'avoir en mode desktop, donc sur votre machine en tant que, comment dire, application desktop, ou vous pouvez l'avoir en mode cloud, ou bien en mode conteneur, ou bien sur un serveur Linux. Et c'est ce que nous allons faire en mode serveur Linux. Vous avez la possibilité de voir comment ça fonctionne dans la partie documentation, dans la partie GitHub pour voir comment est-ce que en fait, ça s'installe. Ça s'installe, puis ça s'installe. Ça s'installe. Et là, vous pouvez suivre le processus d'installation. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que cela fonctionne. Parce que je suis... Donc, je vais aller dans le modèle Anything LLM. Dans le Anything LLM, j'ai aussi créé un autre fichier qui s'appelle un Docker Compose. Dans ce Docker Compose, j'ai recréé un fichier Olama pour qu'il soit séparé. Tant que j'ai de la ressource, je peux créer autant de Olama que je veux. Maintenant, si les Olama, je charge ces Olama-là des modèles qui sont très lourds, c'est sûr que mes 20 gigas vont venir à saturation rapidement. Donc, sur cette plateforme, j'ai déployé aussi son serveur Olama que j'ai appelé Olama LLM et j'ai déployé une base de données pour montrer comment est-ce qu'on peut interagir avec des bases de données cette fois-ci. Donc, j'ai déployé une base de données MySQL avec son interface PHP-MyAdmin qu'on va peut-être pas utiliser. Et j'ai déployé maintenant le Anything LLM qui est là. Et je l'ai mis sur le port 3001. Donc, je lui ai dit, OK, déploie-moi le Anything LLM, utilise comme provider le Olama. Connecte-toi sur la base Olama au port
11 434, déploie-moi ce token et ainsi et d'autres paramètres. Et voilà, mon Entity LLM aussi est prêt et je vais pouvoir le lancer. Donc, je peux faire Docker Compose, hop, et puis me dire pour le lancer. Moi, je l'ai déjà lancé, donc je vais faire le PS pour vous montrer comment il est fonctionnel aujourd'hui. Et il est exécuté sur le port 3001 et sur l'adresse loopback. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Enfin, je vais me connecter dessus. Donc, je vais me connecter sur le 127 3001. Et voilà, je suis sur mon interface de Anything LLM. Maintenant, sur cette interface, j'ai la possibilité de créer. Donc, il me dit, OK, je suis sur une nouvelle interface. Ce qu'il faut faire, il faut d'abord créer un workspace, donc un espace de travail. À partir de cet espace de travail, vous pouvez faire des questions, vous pouvez poser des questions, avoir du conversationnel. Je peux faire même des queries, je peux faire des conversations, je peux même appeler des agents. Donc, il me montre ce que je peux faire directement depuis cette interface-là. Donc là, pour le configurer, je vais me le configurer. Lui, il est beaucoup plus complet. Comme je vous le disais, on peut lui mettre un logo. Donc, je peux mettre un logo pour le connecter à un site web. Donc, le site web, une fois que je vais déployer le code sur le site web, les gens vont se connecter dessus, vont répondre aux questions, mais ce sera mon IA qui va répondre à la place directement ici. Donc, le code, il est généré directement depuis l'interface. Enfin, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà comment est-ce que je peux créer mon chatbot personnalisé avec zéro code, mais avec zéro code, parce qu'une fois que je configure l'IA derrière, il va se baser sur mes documents, mes archives et ce que je mets comme information pour qu'il puisse répondre directement à mes clients. Donc, du coup, je peux avoir un serveur et une plateforme de service à la clientèle en mettant en place cet outil pour que lorsque j'ai des clients qui posent des questions sur un sujet, sur de la documentation, je peux leur répondre en utilisant les sites web que j'aurais créés, les sites web que je vais donner, auxquels je donnerai accès à l'assistant, ou bien des documents qui sont des documents d'archives, des documents de référence du produit que je veux utiliser ou bien que je mets en service. Donc là, vous pouvez mettre des logos, de vos icônes et ainsi de suite. Vous pouvez customiser le nom pour que ça s'affiche correctement en fonction de ce que vous voulez. Donc ici, c'est du NTLM, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça, c'est la personnalisation. Vous pouvez mettre aussi votre logo aussi pour que ça ne soit pas le logo de Anything, mais votre propre logo. Ici, j'ai mis notre logo à nous, qui est un logo que nous avons créé pour cette classroom. Et là, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des API agents. Dans le AI provider, excusez-moi, vous avez la partie LLM. Dans la partie LLM, vous pouvez avoir tous les LLM qui sont disponibles. Donc, Gemini, Entropy, Hugging Face, Olama, Local AI, Firehawk, Mistral, Perplexity, Grok. La liste, elle est longue. Donc, vous pouvez même connecter sur le générique OpenAI aussi et avoir la liste de tous les LLM qui sont les large language models qui sont les plus utilisés. Donc, voilà, nous allons rester sur notre modèle à nous, le Olama, qui est notre modèle privé. Et on lui donne le type de modèle à télécharger, c'est du Lama 3. Le max token, c'est 4000, ça fait 4096. Et la base, c'est URL, c'est qu'on a renseigné dans le Docker file. Une fois que nous avons fini, on a ce qu'on appelle le vecteur data, la base de données vectorielle, vector data, enfin database, qui va nous permettre de stocker les les données qu'il aura récupérées, qu'il aura mangé, enfin on appelle ingest, qu'il aura récupéré comme, enfin, du moins, comme sa source de référence. Maintenant, on peut demander sur quel modèle, à part de quel modèle il veut récupérer, comment on dit, cette chunk, c'est les données qu'il a récupérées. On le précise, on va toujours utiliser du Olama, on veut rester souverain. Et on peut demander même la voix, quelle voix utiliser. Est-ce qu'on utilise du native? Est-ce qu'on veut utiliser un autre système de voix? Est-ce qu'on a d'autres providers? Est-ce qu'on veut utiliser
Eleven Labs, comment dire, Paper, TTS, qui sont des solutions payantes, hein. Donc, du coup, vous pouvez l'avoir en mode open source aussi, mais le reste, je pense qu'il est payant. Une fois que vous avez tout, vous pouvez aussi demander maintenant à votre agent quelles sont les capacités que vous voulez activer. Donc, vous pouvez activer du RAG, qui est ce qu'on appelle la recherche dans les documents, dans les archives. Est-ce que vous voulez pouvoir faire la vue et la synthèse de vos documents? Est-ce que vous voulez scraper, c'est-à-dire parcourir un site web et récupérer les informations nécessaires sur le site web? Donc, vous activez tous ces éléments. Et vous avez aussi la possibilité de générer et de sauvegarder des fichiers depuis les navigateurs, de générer des graphes sur la plateforme, comme pour les analyses et les recherches après. Est-ce que vous voulez activer le moteur de recherche? Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez posé des questions, est-ce que vous voulez que votre IA aille sur Internet, sur d'autres serveurs comme Google, comme Brave ou bien comme Search API, enfin AI, pour aller chercher l'information qu'elle n'a pas? Vous pouvez lui dire oui, donc en présent la clé, le token, et vous pouvez y aller. Et vous pouvez aussi faire des connexions vers des bases de données. Je peux lui dire, OK, tu vas te connecter à une base de données Postgres, base de données MySQL ou bien une base de données SQL Server. Donc, en lui donnant ces informations, il va pouvoir chercher dans sa base documentaire et dans sa base de données des informations dont il a besoin pour vous donner un résultat, un retour pour vous aider à construire comment dire, une réponse qui soit la plus précise que possible. Donc, là, les informations classiques, hein, le nom de la base, le port. Ici, c'est du Postgres. Vous pouvez prendre du MySQL, vous pouvez prendre du SQL Server. Et une fois que vous finissez l'information, boum, sauvegardez, euh, l'information est prête. Ici, nous avons créé une base sur SQL Server qui est MySQL, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les fichiers de configuration de la plateforme qui est notre base de données Postgres, enfin MySQL qui est là, MySQL ici, qui nous permet de nous connecter sur notre base et d'avoir les informations directement là, depuis la base. Vous pouvez aussi créer d'autres custom skills si vous voulez. Et là, vous êtes prêt maintenant à utiliser votre plateforme pour générer un certain nombre de documents. Donc là, je peux aller maintenant sur la partie Personal AI ici et je vais pouvoir lui donner en entrée des fichiers, des archives et des sites web. Là, je peux prendre un site web ici, je peux le pousser dans le workspace. Donc ici, c'est ce que vous avez comme information et ce que vous mettez à disposition dans votre workspace. Donc là, je peux déplacer et puis je vais sauvegarder. Je peux prendre par exemple un site web, je peux dire HTTP, je vais prendre par exemple trstech.net qui n'est pas dans la base. Je vais voir si je prends ce site-là, je fais fetch website. Donc, il me dit il n'a pas pu récupérer. Est-ce que le site est live? Non, le site n'est pas live. trstech.net. Donc, je vais prendre un autre site, je vais prendre par exemple cloudinspire.io, qui est notre site web. Donc, je le prends et je lui donne comme entrée ici. Voilà. Donc, je fais Oui, fetch. Togo Intérim. Donc là, il récupère cloudinspire.io. Donc je lui dis OK, qu'il déplace dans la base de connaissances et je mets à jour. Je peux lui mettre aussi d'autres sites web aussi. Donc dans le site web, j'ai des CV, j'ai des sites web de IPNet Institute, j'ai les sites web de Cloud Inspire. Une fois que mes archives ou bien les documents sont finalisés, je peux maintenant aller lui poser des questions de façon classique sur OK, que Euh, que sais-tu de IPNet Institute? Voilà, il me dit, d'après le contexte que j'ai fourni, il semble que IPNetInstitute.html, voilà, la page présente des informations d'IPNet Technologies, qui semble être une université ou une institution technologique située au Bénin. Ça, je ne sais pas si c'est vrai. Donc, il me dit, il a pu trouver il s'agit d'une société qui offre des performances. Je ne sais pas si tout ça est vrai seulement. Je ne sais pas. Quels sont les services
proposer. Ah, je peux l'appeler directement comme ça, hein. Voilà, là, du coup, là, j'ai des informations et j'ai même la partie citation dans laquelle il me dit, OK, voici les informations qu'il a trouvées, qu'il a utilisées pour les références qu'il a utilisées. Donc, je vois qu'il est parti via sur ipnetuniversity.com. Donc, il dit, voilà, admission en secteur, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que je peux lui poser des questions. Je peux même lui poser des questions concernant des bases de données aussi. Là, je peux appeler l'agent. Je dis, donne-moi la liste des clients, euh, je pense que je vais appeler my customer DB. Donc là, il va appeler l'agent qui sera en mode comme un worker, comme un agent distant, qui va se connecter à la plateforme et va se connecter à la base de données et va chercher les informations de la base, comme je lui ai donné en information en base. Donc, il va me sortir la liste des informations qu'il a retrouvées dans la base de fait. Donc, voilà comment est-ce que je peux sortir. Donc, il a fait un select all from client depuis la base directement en fait. Donc, depuis ma question que je lui pose, il est capable de convertir ça en requête et de me sortir une réponse qui n'a pas besoin que moi, en tant qu'utilisateur, je sois obligé d'apprendre ce que c'est que du select all from client. Donc, voilà comment aujourd'hui, on peut avoir un outil qui vous permet, enfin, qui simplifie les différentes opérations, les différents process pour pour aider en entreprise. Mais encore une fois, c'est un assistant qui va se baser sur des références, enfin sur des référentiels, et il se peut que les données ne soient pas toujours correct. Donc, il faut l'entraîner. Et c'est dans ce processus-là qu'il faut améliorer à chaque fois les résultats qui sont retournés. Parce que vous avez aussi la possibilité de voir en matière de fonctions quelles sont euh, les différentes requêtes qui sont envoyées. Donc, ici, en tant qu'administrateur, vous êtes capable de voir quelles sont les différentes questions qui sont envoyées et quelle est la pertinence des réponses qui sont données. Donc, vous avez aussi ce côté back-end là qui vous donne aussi la possibilité de ne pas être juste aveugle et de ne pas savoir que votre IA est en train de dire du n'importe quoi. Donc, vous avez la possibilité de voir ce qui est correct et de lui dire, ça, cette information-là, elle n'est pas correcte du tout. Ne la dis plus jamais parce que ce n'est pas quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs et ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que, et là, vous pouvez même demander à ce qu'on appelle, un fine-tuning, c'est-à-dire améliorer la qualité de vos réponses par rapport à son apprentissage. N'oubliez pas que l'IA, vous devez l'entraîner pour qu'elle réponde au mieux à vos besoins. Par défaut, elle n'a pas les informations. Donc, c'est plus vous allez l'entraîner, lui poser des questions sur certaines choses par rapport à sa base documentaire. Il va vous répondre de certaines manières et en fonction des réponses, vous allez ajuster ces réponses, ajuster son apprentissage pour qu'à la fin, il soit le meilleur assistant qui puisse vous aider, vous accompagner, mais tout en gardant, encore une fois, votre souveraineté. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Ce n'est qu'un aperçu de ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Le chat GPT, c'est bien, mais vous pouvez avoir aussi votre propre chat GPT hébergé sur vos serveurs. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas sorcier, c'est juste des dockers, des fichiers que nous déployons. Maintenant, derrière, il faut lui mettre de la base documentaire, des éléments à partir desquels l'IA va apprendre, se former et s'affiner, parce que vous pouvez aussi demander à le fine-tuner. Et une fois que vous finissez l'apprentissage, il sera votre meilleur assistant. Et les données, encore une fois, que vous allez mettre dessus, seront confidentielles. Ce que vous n'avez pas par défaut lorsque vous utilisez des solutions qui sont entièrement ouvertes et qui sont hébergées par des serveurs sur lesquels vous n'avez aucune mainmise. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie d'apprendre encore plus sur comment on va de l'avant autour de ces différents sujets, nous sommes en train de préparer et de lancer une formation pour le mois prochain, pour le mois de novembre, sur lequel Oui, vous allez avoir chacun vos serveurs avec du GPU et vous allez pouvoir travailler dessus. Ce sera une formation sur un mois. Donc, ce sera tous les lundis ou tous les mardis en fonction de l'agenda que nous allons clarifier et valider.
vous avez la possibilité de vous connecter, vous avez vos serveurs. Pendant un mois, vous avez la possibilité d'avoir vos propres serveurs et pouvoir déployer vos propres GPU, vos propres modèles et l'entraîner avec les documents qui seront pour vous. Vous n'allez partager ces informations avec personne. Vous allez pouvoir vous connecter dessus comme je l'ai fait aujourd'hui et pouvoir avoir vos propres modèles que vous pouvez après interconnecter avec vos deux systèmes comme de la messagerie, comme vos outils d'aide à la décision, des outils de votre site web, avoir votre propre chat bot qui soit personnalisé avec vos documents, vos archives. Pour le mois prochain, ne ratez pas enfin, du moins cette formation. Ce sera une première où chacun aura son environnement et pourra travailler en toute quiétude. Et ce serait tous les soirs ou pendant un mois, tous les lundis, où vous aurez la plateforme disponible pendant un mois. Donc, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Salut Daniel, merci pour la très belle présentation. Là, vraiment, je découvre pas mal de solutions vraiment pour les entreprises qui veulent vraiment, qui tiennent à cœur vraiment, je veux dire, la gestion de leurs données et la protection de leurs données. Voilà. J'ai une question très rapide. Parmi ces deux solutions très intéressantes, Anything LLM et Open Web UI, quelle est selon toi la meilleure et est-ce qu'on peut l'utiliser en fonction d'un du moins, quelle est la meilleure des deux voilà, en fonction voilà, du type d'entreprise quoi, voilà. C'est Et ça. de la fonctionnalité voilà, aussi, voilà, C'est ça. complète. Au fait, les deux solutions se valent en matière de fonctionnalité. Les deux solutions sont les plus intègrent le maximum d'outils de solutions qui sont déjà existantes. Maintenant, la différence, c'est que Anything LLM vient avec une solution qui est beaucoup plus intégrée, où vous aurez moins de travail à faire en matière de je veux pouvoir mettre mon chatbot sur mon site web, je veux pouvoir le customiser à mes couleurs sans que je n'ai à faire aucun code parce il va intégrer des modèles où je pourrais juste copier un code HTML, le copier dans mon site web et il est prêt. Pour la Mhm. preuve, lorsque je vais aller dans la partie ici, lorsque je vais aller dans la partie, euh, c'est dans la partie Tool, je crois, Chat Embedded. Embedded, ok, ouais. Bah, je peux prendre ça et puis dire, OK, je vais exporter ce workspace et je vais pouvoir faire le show code. Il va me sortir juste ce code. Paste this code in your bottom of your HTML before la fin de ton body. C'est tout. Tu Mhm. copies juste ce code-là et tu le colles et c'est bon. Tu as ton chat qui est connecté à cette plateforme avec laquelle tu pourras communiquer et depuis ton site web. Donc ça, Mhm. c'est un avantage. Lui va apporter aussi la possibilité d'intégrer directement depuis cette interface-là la partie base de données, connecteur web scraping, que tu n'as pas par défaut sur le Open Web UI où tu te faudra passer par ce qu'on appelle des pipelines. Mhm. Donc, les pipelines, c'est la même chose, mais sauf que ici, il va falloir que tu déploies en fait, tes propres pipelines, en fait. Donc, dans lesquels tu mettras les mêmes fonctions, mais sauf que ici, il va falloir que tu le fasses. Donc, à la différence de l'autre où tu as tous tes éléments qui sont déjà intégrés. Mais les deux offrent les mêmes fonctionnalités en fonction maintenant du besoin qui est le plus, enfin, qui est le plus demandé. Si les utilisateurs, ils sont plus intéressé par une interface comme ça, vous pouvez proposer cette interface-là. Comme vous pouvez les mixer tous les deux. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir votre Olama avec votre modèle qui est connecté sur du web, Open Web UI. Vous avez aussi l'autre partie InitialLM qui gère aussi le même modèle, mais qui va offrir d'autres services de base de données, ainsi de suite. Donc, vous pouvez les mélanger. Maintenant, à vous de voir quel serait le meilleur modèle, au fait, en fonction du besoin. Les deux sont fonctionnels et puis ils peuvent être compatibles. Donc les deux sont production ready, c'est ce que je voulais C'est ça. savoir. Ok, C'est ça. top, merci pour la Avec réponse. 200 production ready Ouais. et Ok. vous pouvez y aller dessus sans problème. Mhm. Maintenant, derrière, ce qu'il faut mettre en place, c'est le processus d'entraînement des modèles Mhm. pour éviter de faire que le modèle soit le plus pertinent possible et puis qu'on a fait le fine-tuning pour qu'il ait le maximum d'informations possible. Et si vous avez la possibilité à partir de documents, de le pousser directement les documents en mode backend. Donc, tout ce que vous allez mettre dans le dossier slash doc, data slash doc, il est capable de les scanner et les Mhm. intégrer directement. Donc, voilà, aujourd'hui, les deux s'équivalent au fait. Ok, top.
Et en termes, j'ai une question technique, vous savez, en tant Bien sûr. qu'architecte. Voilà, je me savoir la maintenance, la mise à jour, parce que c'est ça aussi un des problématiques. Voilà. C'est Bon, ça. pour la sécurisation, c'est évident, c'est comme une application web, il faut sécuriser un WAF avec un pare-feu voilà, pour protéger. Si Hein. jamais on le met, voilà, connexion Internet, voilà, j'imagine. Voilà. Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il va utiliser des modèles qu'il va télécharger régulièrement. Donc, vous devez toujours avoir le même processus. C'est comme si c'est une nouvelle image que vous téléchargez, sachant que les Mhm, modèles seront mis à jour régulièrement. Donc, il mhm, faudra récupérer les dernières versions qui ont déjà une base de connaissances, mais vous mhm, allez toujours les entraîner avec vous, enfin, vos modèles à vous, votre source de données, vos documents, vos fine-tuning, qui seront ce qu'on appelle vos datasets, ok, c'est-à-dire votre base de données. Donc, votre base de données va entraîner le modèle préenregistré, préentraîné mhm. du modèle que vous récupérez. Ce qui fait qu'il va s'adapter à vos besoins à chaque fois. Donc, il viendra toujours avec son modèle. J'ai une connaissance qui me permet de comprendre et d'analyser, de comprendre le français, anglais, mandarin, et ainsi de suite, de pouvoir comprendre un certain nombre de process. Mais comment est-ce que je réagis dans le cadre de votre société? Là, ce que vous allez récupérer en matière de dataset, de RAG, qui fera qu'il va s'adapter au fait à ce besoin-là. Ok, merci. Donc, je t'en prie. Alors, Dani? Bonjour, Christian. Oui, Christian. J'ai eu deux questions. La première, c'est au niveau de, j'allais dire la constitution de, j'allais dire ton IA qui s'appelle Jarvis. Tu as fait une commande que j'ai pas bien compris. Où j'ai mis 4 supérieur modèle file-Jarvis. Oui. Euh, deux, 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 j'allais dire, j'ai pas bien compris le EF, au fait. Ah oui, si, en fait, c'est juste du end of file. C'est juste dit end of file, en fait. C'est-à-dire que je l'ai dit, c'est juste pour délimiter le. Puisque j'étais dans un conteneur, je D'accord, n'étais pas capable de faire, j'ai pas de commande éditeur, un VI, j'ai pas de VI dans le conteneur. d'accord, C'est pour ça que j'ai fait du cat pour créer le contenu du fichier. d'accord. Et j'ai vu que le Jarvis, là, après, j'allais dire, lorsque le conteneur est en train de démarrer, le Jarvis était écrit avec J majuscule ARVIS. C'est ça. Pourtant, dans la constitution, c'était modèle tiré en petit caractère. Donc, je n'ai pas bien compris pourquoi. Ah oui, Je parce mets que le- je l'ai appelé Jarvis. Jarvis en J capital, ça c'est le nom de mon modèle, c'est le nom que je lui donne. D'accord, Maintenant, je lui ai dit que mon IA se comporte comme Jarvis, c'est-à-dire comme l'assistant de Iron Man. hmm, Donc, il va changer de persona. Il ne sera plus l'IA tel qu'on l'a construit, mais il va agir comme un modèle que j'aurais défini. Tu peux dire, je veux que mon modèle réagisse comme Barack Obama, par exemple. Et donc, Barack Obama devient ton assistant IA. Je peux dire que mon modèle réagisse comme le président de mon pays, par exemple, ou bien il réagisse comme voilà, il sera ton assistant. Donc, après, c'est juste Hello, si there. tu connais un bien, il le fera. Hello, d'accord. there. Ma dernière question, c'est relativement aux deux applications que tu as présentées. Oui, Open Web UI, UI et puis Anything LLM, au fait. oui, J'ai vu que pour ces deux sites-là, quand tu as pu créer, j'allais dire, ton IA, il n'y a oui. pas eu d'authentification. Tu as juste utilisé le look back de ta machine pour pouvoir présenter. Si on était dans un cas où je dois me connecter via le LDAP de moi, ma structure, comment ça va se passer au fait? Oui, voilà, maintenant, vous pouvez créer un système d'authentification directement sur le modèle là. On ne l'a pas fait parce que c'était dans le cadre de la démo, mais l'idée, vous n'allez pas l'utiliser en mode sans authentification comme ça sur la plateforme parce que le Open Web UI va venir avec un système d'authentification par défaut. Donc, ce sera username password. Mais vous, derrière, vous pouvez aussi demander à ce qu'ils utilisent un Open ID ou bien utilisent un LDAP ou bien qu'ils utilisent un autre modèle d'authentification. Ou bien ça peut être comment dire, le Auth Zero, un modèle, en fait, soit par Directory, donc pour pouvoir s'authentifier. Aujourd'hui, moi, je l'ai fait de façon classique, mais l'idée derrière, c'est que vous ne le fassiez pas de la même manière. Il va falloir le mettre en entreprise parce que les données même que vous allez mettre dessus doivent rentrer dans un cadre où vous ne pouvez pas exposer les données aussi sensibles directement. Donc, l'IA même en fait, son déploiement ne doit pas se faire juste comme ça parce qu'il va avoir accès
à toutes les informations de la maison. Donc, ça peut être un point de vulnérabilité. Et ce point de vulnérabilité doit être le plus protégé que possible, en fait. Donc, il y a tout un mécanisme de contrôle qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir gérer, comment dire, tout ce que l'IA est capable de consommer, de gérer comme données et qui a accès à quoi et ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas juste utiliser comme ça. Donc, il y a toute une stratégie qu'il faut mettre en place. D'accord. Dernière question, c'est relativement j'allais dire aux vidéos, au replay. Ça fait le deuxième replay que nous avons encore envoyé. Est-ce que celui-ci, on peut l'avoir également avec le précédent? Ah bon? Ok, Oui. d'accord. Ouais, ouais. Ça fait les deux replays, j'attends depuis, mais bon, c'est pas encore arrivé. D'accord. Peut-être je me trompe, hein. Merci. Attends, est-ce que tu as accès au YouTube de notre plateforme, à notre channel? Si tu vas Euh, sur YouTube, tu dois pouvoir le voir. Si tu vas sur notre plateforme YouTube, sur notre plateforme YouTube, tu dois pouvoir accéder à ça, en fait. peut-être je n'ai pas le bon lien. Tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît. Et même depuis le site web, si tu vas dans la partie Classroom et si tu vas dans la partie YouTube ici, tu dois pouvoir accéder à tout ce qu'on a ici, qui est là. Mais je peux te le Ok. renvoyer dans le lien. Tu vas pas. Merci. 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 Danny, Oui, en tout cas, un grand merci à toi. merci. Voilà, on ne finira pas de te remercier. Vraiment, comme on dit, c'est du costaud. Déjà, Merci. ça nous ouvre l'esprit hein, sur cet univers-là. Mais bon, on est tellement intéressés, passionnés, que bon, il y a quand même beaucoup de questions, mais on va voilà, les réduire pour ne pas trop voilà, te puiser. Donc, ça va. OK. Donc, déjà, c'est, je pose la question hein, par rapport au premier intervenant Oui. qui, c'est, c'est pour un petit voilà, additif. Le fait que on doit faire des mises à jour, donc pour ne pas avoir à reprendre le fine-tuning de notre modèle, Mhm. est-ce que, euh, voilà, comment on peut le sauvegarder? Déjà, le fine-tuning qui a été fait, et si on fait une mise à jour, comment faire pour partir sur cette mise à jour-là, pour pouvoir peut-être compléter sa formation? D'accord. Euh, Aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire le fine-tuning à chaque fois, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez créer votre modèle, vous allez voir que ici, on a ce qu'on appelle un vecteur database. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire sur ce modèle-là va être sauvegardé et géré dans le vecteur database, dans la base de données vectorielle. Donc, OK. le modèle que vous allez récupérer ne sera juste que l'enveloppe qui va permettre d'analyser, de comprendre et puis d'exécuter les opérations. Mais vous, votre comportement, le comportement que vous lui aurez montré ne va pas changer. Tant que vous ne le changez pas, il ne va pas changer. Donc ici, dans la partie base de données vectorielle, il y aura tous les fichiers que vous lui aurez donnés à gérer. Et Mhm. vous aurez tous les comportements que vous vouliez que votre IA exécute comme opération. Donc, à chaque fois qu'il aura besoin de faire une opération, il viendra se référer à ce que vous avez dans votre base de données vectorielle avant de pouvoir vous sortir la réponse, en fait. Donc, vous pouvez récupérer autant de mises à jour que vous voulez. Tant que vous ne changez pas votre base de données vectorielle, vous n'avez pas à changer le comportement de votre IA. OK. Voilà, est-ce qu'on peut l'exporter si Bien on sûr. change, par exemple, de serveur? Oui, 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 bien sûr, c'est possible de l'exporter. Il y a moyen de l'exporter. Si vous allez même dans la partie ici, vous prenez dans la partie database ici, vous avez vu? Donc, si ça c'est Mhm. Open Web UI, vous avez la partie database qui est clairement explicitée ici, en fait. Donc, vous avez la possibilité même d'importer, de download et d'exporter. Mhm. OK. Donc, Euh, il n'y a, pas- il y a, mhm. il y a, il y a, il y a vraiment pas de souci à récupérer les dernières mises à jour, les dernières versions des modèles qui viendront avec de nouvelles fonctionnalités. Donc, il faut les récupérer. Mais ça ne changera en rien, votre mode opératoire, sachant que c'est vrai que s'il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, il va falloir voir est-ce que c'est compatible avec ce que vous avez par rapport à vos règles de gestion. Donc, rien ne vous empêche de déployer le modèle en environnement de test, toujours comme on a l'habitude de faire avec les serveurs qu'on a l'habitude de gérer dans plusieurs environnements. Il y a une nouvelle version, on a les sauvegardes qui sont là, on s'assure, on récupère, on s'assure qu'il fonctionne bien, on le met en mode preview et on teste, on s'assure que ça fonctionne bien. Une fois que c'est bon, on passe en mode release ou bien
déploiement stable. Pareil aussi, même si vous allez même sur ChatGPT, ils sortent toujours des versions. Vous allez pouvoir voir des versions qui sont en preview à chaque fois. Mhm. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tester ce modèle-là. Une fois que c'est bon, ça passe en finale. Donc, vous aussi, vous devez avoir le même modèle, la même façon d'opérer, où vous pouvez demander à la nouvelle version que vous êtes en train que vous avez récupérée, vous allez la mettre en test, vous allez la tester, s'assurer que ça fonctionne bien. Une fois que c'est bon, vous passez vous l'appliquez à tout le monde. OK. Pour un déploiement en production, Oui. est-ce qu'il est recommandé de le faire à partir du Docker Compose ou bien d'utiliser une configuration avec Kubernetes et tout ça? Oui, après, Docker Compose n'est pas la meilleure façon de mettre en production. N'est pas la meilleure façon de mettre en production. Mettre en production par travers des environnements qui sont plus Kubernetes et ainsi de suite. Donc, où on OK. a un environnement beaucoup résilient qui va permettre de faire du self-healing et ainsi de suite. Donc, ce sera vers quoi on ira lorsqu'on le mettra en production. Mhm. Pour répondre OK. rapidement, voilà, OK, super. effectivement, il faudrait gérer, si j'ai bien compris, il faut gérer ça comme un logiciel comme tous les autres, c'est-à-dire gérer le cycle de vie de l'application en mode DevOps, très important, c'est-à-dire faire toujours un environnement cloisonné, environnement de test, de staging ou bien de pré-prod et de production. Voilà. Donc là, ce qu'a fait tout à l'heure Danny, il a travaillé en local avec Docker Compose parce que c'est plus facile, c'est plus rapide, voilà, que de déployer par exemple un Kubernetes. Donc c'est ce que, voilà, c'était pour répondre aussi et donner une réponse complémentaire. C'est ça. Du coup, si on faisait du Docker, si on faisait du Kubernetes, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que je crée, puisque Kubernetes aussi, c'est une façon de déployer. Ce sera beaucoup plus compliqué d'expliquer, surtout si vous ne connaissez pas l'environnement comme enfin Kubernetes. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Docker Compose, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à lire. Et je pense qu'il y a une question de Mao Sefoli qui pose combien peut coûter une installation, un déploiement similaire à ce que j'ai mis en place. Euh, on sera dans l'ordre d'un déploiement en mensuel. On sera quelque chose à partir de 800 000 euros. D'accord, je vois la pièce aller demain. Ils ont fait déjà est-ce que rapidement d'y aller? J'ai fait la note, Donc, je lui ai est-ce qu'il y a d'autres envoyé. questions? Le coût du Vous serveur, avez une ça chance dépend aujourd'hui. de ce qu'on veut Je vous mettre. envoie Donc, ça. le serveur, on peut avoir des serveurs qui sont à 500 euros. On peut avoir aussi des serveurs qui sont à 1000 euros, des fois des serveurs qui sont même à 9000 euros. Donc, moi, j'ai pas pris le serveur le plus costaud. Donc, ce qui m'a coûté après quelque chose de l'ordre de 500 euros. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que vous avez apprécié la formation et qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a pas de limite. C'est pas compliqué. On est capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. L'IA, aujourd'hui, est venue rebattre toutes les cartes. Donc, on repart tous au même niveau. L'idée, c'est de savoir les différents enjeux que cela entraîne. Aujourd'hui, le nombre d'ingénieurs qualifiés capables de proposer des solutions de ce genre, c'est très peu. Donc, il y a vraiment des places à prendre, il y a vraiment des moyens de se positionner et vous avez la possibilité de le faire. Donc, n'hésitez pas, apprenez, n'hésitez pas, investissez-vous dedans. Proposez des solutions qui sont innovantes, qui vont aider ce qu'on appelle les data scientists à construire des modèles qui sont beaucoup plus performants parce que les data scientists, ils sont bons dans la construction des modèles, mais côté infrastructure, ils n'ont aucune idée et vous n'avez pas aussi toutes les connaissances en matière de programmation, en matière d'analyse que vont apporter les data scientists, mais vous pouvez leur apporter un soutien en comprenant leurs besoins et en leur proposant des infrastructures qui puissent s'adapter au fait à leurs besoins pour qu'eux puissent faire le nécessaire, déployer des applications qui soient AI ready. Et vous, derrière, parce que vous savez comment ça fonctionne, vous saurez comment adapter, calibrer, positionner enfin, du moins, les différentes solutions. Donc, encore une fois, en mode DevOps, le DevOps, comme je l'ai toujours dit, c'est la capacité de comprendre comment fonctionne l'autre équipe et de pouvoir intégrer ces contraintes dans ces solutions. Donc, c'est comme ça que vous allez comprendre comment fonctionnent les MLOps et les AIOps pour leur apporter une solution pour que ensemble vous puissiez déployer quelque chose qui réponde aux besoins de chacun et eux soient satisfaits. Eux n'aient pas à créer tout from scratch,
mais vous, en comprenant leurs besoins et leur apporter une solution qui puisse répondre à leur, du moins à leur attente. Donc, encore une fois, il y a des places à prendre. N'hésitez pas. Allez-y, investissez-vous. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. On est dans une 5e révolution. Je le dis encore une fois, et c'est maintenant que tout se passe, au fait. Donc, je vous remercie. C'est facile. Comme vous l'avez vu, c'est rien de compliqué. Il y a moyen de faire. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. L'IA, c'est le futur. Tout le monde en parle. Mais si tout le monde peut avoir son chat GPT, comme je vous l'ai montré, évidemment, ça devient beaucoup plus simple. Allez, merci à vous. Bonne continuation et à bientôt.